présentation sur la loi 25 sur la recherche sur dossier, sur les impacts, en fait, de la loi 25 sur la recherche sur dossier. Donc, je me présente, Mylène Lafranche, chef de service recherche à la direction de la coordination de la mission universitaire, communément appelée la DCMU. Le but de cette présentation est vraiment de venir informer puis outiller les chercheurs, leurs équipes, dans les changements que la loi 25 vient apporter en recherche, mais surtout sur les impacts que ça peut avoir là, sur la soumission des projets de recherche. Donc, plus largement, cette démarche vient s'inscrire dans une programmation qui va sortir sous peu, ayant pour titre là, « Être informé pour encore mieux performer ». Donc, plusieurs autres présentations sont à venir sur différents sujets en lien avec l'autorisation des projets de recherche. Donc, vous allez voir la promotion de ces futurs webinaires-là sous peu. Donc, pour cette présentation ici, c'est les membres des membres plutôt du comité d'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, réunissant entre autres là, des membres de l'équipe d'ORIS dans la direction qualité, éthique, performance et du partenariat, des membres de la direction des services professionnels, ainsi que des membres du bureau d'autorisation des projets de recherche, la DCMU, qui ont travaillé tous ensemble pour venir raffiner les processus actuels d'accès aux données de façon à venir se conformer aux exigences de la loi 25 en recherche. Donc, c'est maintenant le temps d'implanter ce nouveau processus-là d'ici le 22 septembre. Donc, je vais laisser la parole, en fait, à mes deux membres de mon équipe, en fait, Valérie et Alexis, mais juste avant ça, je vais vous mentionner quelques petites règles à suivre là, pour le bien de la présentation. Donc, pour le bénéfice de la communauté de recherche, la présentation va être enregistrée. Je l'avais déjà mentionné, c'est déjà fait. Constante. Ah, OK. On va, s'il vous plaît, aussi faire porter une attention à fermer vos micros. J'allais le dire. C'est fait, merci. Également aussi, là, on est déjà le plus de 116. Je vous demanderai aussi de fermer les caméras, mais vous pourrez les ouvrir là, sans problème là, après la présentation. Posez vos questions, il n'y a aucun problème. En fait, on ne prendra pas les questions durant la présentation. On va laisser le temps à Valérie et Alexis de présenter. Ça va durer environ peut-être 25 minutes, 30 minutes tout au plus. Fait que vous aurez aussi là, tout le temps restant là, pour poser vos questions. Si jamais il y a des questions qui restent, vous pourrez aussi les écrire dans le chat. On va porter une attention pour y répondre ultérieurement, là, pas durant ce moment-ci. Et vous aurez aussi accès à tous les outils nécessaires là, qui vont être présentés aujourd'hui, de même que la présentation. On va vous montrer où aller chercher les informations. En fait, ils vont être sur le Santé Estrie et on va pouvoir aussi vous envoyer la présentation par courriel là, à tous ceux qui ont participé aujourd'hui. Ensuite de ça, est-ce que j'avais oublié le micro, Valérie? Ça faisait le tour? Je vois les hochements de la tête de Valérie et Alexis, donc je vais vous laisser la parole. Merci. Parfait. Donc aujourd'hui, c'est ça. On est là pour plus spécifiquement là, ce qui est prévu par la loi 25, l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Moi, c'est Valérie Lucier. Il y en a plusieurs d'entre vous là, que je connais probablement déjà. Je suis à PPR au CIUS de l'Estrichus, donc agente de planification, programmation et recherche. Et aussi, surtout, finalement, connue comme conseillère en éthique de la recherche. Ça, c'est plus le titre sous lequel les gens me connaissent habituellement. Je vais laisser Alexis se présenter, qui est mon co-présentateur pour aujourd'hui. Oui, donc je suis Alexis Duchamp de la Liberté. Moi aussi, je suis en PPR, mais plus pour le volet protection des renseignements personnels et de santé, puis plus particulièrement là, en lien avec l'application de la loi 25 puis de la loi 5 lorsqu'elle viendra. Oui. Puis, en fait, juste pour vous donner une idée, c'est sûr, Mylène en a déjà parlé dans son aperçu, là, mais tu sais, ce qu'on vise aujourd'hui, c'est vous présenter un peu d'où ça vient, tous ces changements-là, donc les nouvelles lois qui ont été adoptées pour la protection des renseignements personnels, mais aussi c'est quel type de projet là, qui est visé par ce qui est nouveau ou ce qui est changeant. C'est quoi les outils là, rapidement qu'on a développés pour vous outiller? Puis aussi, qu'est-ce que ça peut changer, là, par exemple, au niveau du processus actuel d'autorisation de projet? On va faire un petit tour de tout ça. Puis comme on le mentionnait, il va y avoir une période de questions à la fin pour les éléments là, dont on n'a pas pensé couvrir aujourd'hui.
Donc, pour commencer, là, quand on parle d'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, ben, il faut savoir d'où ça vient. Ça vient vraiment de la loi 25, là, donc de la loi modernisant les dispositions en matière de renseignement personnel. Ce que cette loi-là est venue faire, c'est qu'elle est venue modifier le processus d'évaluation de la direction des services professionnels, donc la DSP, en ajoutant pour la DSP le devoir de s'assurer qu'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée ait été réalisée avant de pouvoir autoriser un projet de recherche. On a également ajouté l'obligation de conclure une entente avec les chercheurs dans ce contexte-ci. Donc, autrefois, ça arrivait qu'on recevait juste une lettre d'autorisation de la DSP, maintenant avec des conditions. Puis maintenant, ce sera par le biais d'une entente où on va aussi prévoir des conditions, mais vraiment, il va falloir que ce soit signé autant par la DSP que par le chercheur. Puis, il y a également l'obligation de prendre connaissance de l'évaluation du comité d'éthique de la recherche pour la DSP. Donc, elle va vraiment, la direction des services professionnels va vraiment devoir s'assurer qu'il y ait eu une évaluation du comité d'éthique. Puis, donc, on ne pourra plus avoir une lettre d'autorisation si on n'a pas eu auparavant là, une consultation au niveau du comité d'éthique. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que présentement, la loi 25 exige qu'on transmette l'entente à la commission d'accès à l'information. Donc, l'entente entre le chercheur et la DSP va devoir être transmise à la CAI pour qu'elle puisse fournir ses suggestions et ses commentaires. Puis, ce qu'on prévoit actuellement, c'est qu'il y a un délai de 30 jours qu'il faut laisser à la CAI pour analyser ce qui lui a été soumis. Possiblement que ce délai-là va disparaître avec la loi 5, donc soit en avril ou un peu après, là, selon quand elle va entrer en vigueur. Mais il faut être conscient de tout ça. Puis, pour ce qui est de la loi 25 en tant que telle, ben, le FVP et les nouvelles démarches, les nouveaux processus qu'on vous présente aujourd'hui, ben, ça entre en vigueur le 22 septembre 2023. Donc, c'est pour ça qu'on vous en parle cette semaine. Puis, quand on cherche à savoir, c'est bien beau de savoir d'où ça vient, mais il faut aussi savoir à qui que ça concerne. Puis, c'est vraiment tous les chercheurs du CIUS, donc tous les membres de la communauté de recherche du CIUS de l'Estrichus, que le projet soit multicentrique ou monocentrique, ou encore que vous soyez membre ou pas des infrastructures de recherche, ben, ça vous concerne à titre de membre de la communauté de recherche, là, tous ces éléments-là liés à l'EFVP. Donc, je vais laisser Valérie là, vous expliquer un peu les nouvelles étapes là, qui vont s'ajouter pour vous là, avec ces changements-là. Oui, donc d'entrée de jeu, je veux vous dire, là, c'est vrai que l'image que vous voyez est un peu petite, là, mais ce document-là, ça fait partie des outils là, qu'on a créés puis qui seront rendus disponibles là, dans l'entièreté ou en tout cas de manière plus accessible, peut-être sur le site web, puis là, au même endroit où on va mettre tous les outils. Donc, comme Alexis le disait, ça s'applique, là, la loi 25, ou en tout cas l'exigence de faire une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée à tous les projets de recherche dans lesquels on souhaite accéder au dossier de l'établissement, donc le CIUS de l'Estrichus, sans le consentement des usagers ou des personnes concernées. Donc, tous les projets de collecte, de recherche sur dossier, c'est à eux que ça va s'appliquer. Donc, nous, ce qu'on propose là, comme nouveau processus, c'est on va rendre accessible un formulaire là, qui va être à compléter au format Word. Puis, c'est ça qui va être à compléter, le formulaire FVP. C'est la première étape. Dans le fond, vous allez préparer votre soumission comme vous êtes habitué dans Nagano, qui existe toujours. Et il y a un endroit où on va vous rendre accessible là, le lien pour aller compléter ce document-là. Vous pourrez le soumettre directement dans Nagano. Donc, pour vous, cette étape-là, ben, ce que ça ajoute finalement, c'est de compléter un formulaire avec. Des fois, il y a des éléments, malheureusement, qu'on a été obligé de reproduire, donc que vous avez peut-être déjà entré à certains endroits là, dans Nagano. Puis aussi, on va continuer donc d'avoir la demande dans Nagano pour ce qui est de la triple évaluation, donc comité scientifique, comité d'éthique et la convenance au CIUS de l'Estrichus. Mais comme ça concerne aussi un accès au dossier, aux données du CIUS, il continue d'avoir à faire une demande là, au guichet d'accès aux données. Donc, ça, vous les connaissez la plupart sous l'ancien nom, là, c'était l'Infocentre. Maintenant, on les appelle l'équipe Doris. Mais
Donc ça continue là, de se faire. Il va y avoir, quand on va recevoir vos documents, il va y avoir, comme en ce moment, une pré-analyse là, du dossier qui va être fait. Donc peut-être qu'il y aura des demandes de correction, de précision avant d'être transmis à l'évaluation par les comités. À l'heure actuelle, ce qui est prévu pour l'évaluation par les comités, c'est que, comme d'habitude, dans le fond, le dossier va démarrer puis être mis à l'étude. Il va démarrer en premier par le comité scientifique si vous en avez besoin. Après ça, va être transmis au comité d'éthique de la recherche. Pendant ce temps-là, en fait, on va démarrer au même moment l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée par le comité là, qui a été mis en place dans l'établissement pour faire ça. Donc, idéalement, c'est que, tu sais, on sait qu'il y a le délai de 30 jours dont on vous a parlé qui s'ajoute. On va essayer de l'amoindrir ou en tout cas de s'assurer que l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée se fasse en même temps que le CER, que le comité d'éthique de la recherche se positionne. Quand on disait la DSP, finalement, doit attendre, c'est que ça va prendre les deux évaluations positives. Donc, il faut que le comité EFVP se soit positionné favorable envers le partage de renseignements ou l'accès aux données et que le CER ait rendu sa décision avant qu'on vous fasse signer l'entente avec la DSP, par exemple. Puis après ça, une fois que c'est signé, que tout le monde a dit oui, c'est beau, c'est là que le délai de la CAI va démarrer. Donc, on va transmettre le dossier à la CAI. Puis, éventuellement, quand le délai de 30 jours va être expiré, vous allez recevoir, si la convenance est terminée dans l'établissement, votre autorisation de la DCMU, comme vous êtes habitué, donc l'autorisation finale à démarrer le projet dans l'établissement. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous? Ben, c'est vraiment un formulaire de plus à remplir, puis éventuellement, il va y avoir soit des demandes de correction au besoin, puis une entente à signer. Pour le reste, ben, c'est un délai, mais c'est quelque chose que vous, comme nous, on va être obligé d'attendre que ça s'écoule. Oh, Ah oui, juste une petite précision. Tantôt, on mentionnait aussi que ça s'applique autant finalement que votre projet soit monocentrique ou multicentrique. Donc, on n'a pas fait là, vous voyez les étapes du processus, l'outil. On n'a pas fait deux outils différents pour multi ou monocentrique. Par contre, ce qu'on s'est fait suggérer là, par une équipe qui a participé au pilotage du processus, c'est idéalement, si par exemple, le CIUS de l'Estrichus, on est votre comité d'éthique évaluateur, puis que le projet démarre de chez nous, ce qui suggérait, c'est, ben, faites une première fois le processus complet avec les allers-retours aux besoins de la CAI, puis après ça, allez compléter les ententes dans les autres centres, parce que pour le moment, la loi prévoit que c'est une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée par centre ou CCCIUS. Donc, on n'a pas le choix, on ne s'en sort pas, mais au moins, c'est que si vous le faites tout dans son entièreté une première fois, c'est accepté ou en tout cas, c'est pas renégocié par la CAI. Vous êtes sûr que quand vous allez faire votre soumission ou compléter le formulaire dans les autres centres, ça devrait être assez conforme là, parce que ça a été accepté une première fois. Donc, ça, c'est une petite suggestion pratico-pratique, mais qui ne se trouve pas nécessairement écrite à quelque part pour le moment. Puis au fur et à mesure, ben, c'est sûr, c'est nouveau, fait qu'on s'assure de vous tenir au courant on est rendu à quelle étape du processus, puis il y a des mécanismes par courriel là, pour le moment qui ont été pensés. C'est ton tour, Alexis, maintenant. Parfait. Puis dans le fond, quand on vous mentionne les outils qui sont disponibles, il faut savoir que c'est sur le site web de Santé Estrie que vous connaissez peut-être déjà ou peut-être pas. Dans l'onglet vraiment réaliser un projet de recherche au CIUS de l'Estrie, on a ajouté une petite boîte là, qui se nomme Accès au dossier des usagers, évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Donc, quand vous allez dans cette boîte-là, on va mettre plusieurs ressources pour vous. Il y en a déjà qui y sont. Puis on va continuer à mettre ça à jour en fonction des besoins qui nous sont exprimés là, par vous, dans le fond, comme chercheurs. Puis, dans le fond, par exemple, le tableau que vous venez de voir va s'y retrouver. Puis, il y a aussi des outils comme l'aide à la décision là, que je vais vous présenter à l'instant qui vont s'y retrouver. Mais vraiment, c'est vraiment l'endroit où vous devriez regarder en premier quand vous avez une question parce qu'on va s'assurer d'être le plus complet possible là, à ce niveau-là.
Donc, pour ce qui est de l'outil d'aide à la décision, c'est un outil qu'on a mis en place là, vraiment pour vous aider à déterminer est-ce que vous avez besoin de passer par le processus EFVP. Donc, c'est une série de questions qui vous amènent à cibler les démarches ou les formulaires, les éléments que vous devrez remplir au terme là, des ajouts liés à l'EFVP. Donc, premièrement, là, on vous demande est-ce que votre projet implique l'accès à des renseignements personnels ou de santé? Donc, si la réponse est non, ben déjà là, vous voyez, il n'y a pas de FVP qui est requis. Ensuite, on vous pose une seconde question dans l'encadré gris en haut pour ceux qui cherchent. On vous demande sans le consentement de la personne concernée. Donc, si votre recherche implique l'accès à des renseignements personnels ou de santé, mais que vous prévoyez obtenir le consentement de la personne concernée, ben, le FVP, ça ne change rien pour vous. Là. Vous n'aurez pas à faire le formulaire FVP puis à faire ces démarches-là. Vous êtes dans un non clair. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Là où l'aide à la décision est peut-être plus pertinent, c'est si vous êtes dans une situation où votre projet implique l'accès à des renseignements personnels ou de santé sans le consentement de la personne concernée, bien là, vous allez vous demander, OK, je suis dans un oui, mais est-ce qu'il y a des exceptions qui s'appliquent? Donc là, on a vraiment prévu un encadré, mais où il y a une liste d'exceptions. Donc, si votre recherche utilise exclusivement des renseignements dépersonnalisés, ben, à ce moment-là, on voit la flèche nous mène à aucun EFVP requis. Si votre recherche, par ailleurs, vise l'amélioration de la qualité de l'acte, ben, il n'y a aucun EFVP qui est requis. Puis c'est la même chose si votre démarche s'inscrit dans un processus de présélection, ben, encore une fois, il n'y a pas de EFVP qui va être requis. Si, par contre, vous vous trouvez dans un projet de recherche traditionnel, vous allez vraiment, dans le fond, pouvoir regarder le tableau puis voir, bon, je suis dans un projet de recherche traditionnel, donc je dois remplir le formulaire EFVP puis faire les démarches qui sont reliées à ça. Et je dois prendre entente avec le CIUS de l'Estrichus pour, dans le fond, avec l'entente avec la DSP là, dont je parlais précédemment, pour m'assurer qu'on protège adéquatement les renseignements personnels des personnes concernées. Puis, autre particularité, si votre projet est lié au développement d'un produit ou service technologique, ben, à ce moment-là, vous vous retrouveriez dans le petit encadré vert. Donc, le formulaire EFVP serait légèrement différent. Puis, il va y avoir des démarches qui varient légèrement. Donc, à ce moment-là, ce qu'on vous demande pour l'instant, c'est de communiquer avec nous si vous êtes dans cette case-là, de communiquer avec nous, dans le fond, pour qu'on puisse vous indiquer ce qu'il faut faire, puis vous donner les outils nécessaires là, pour que vous puissiez avancer avec votre recherche. Donc, ça se passe vraiment avec l'adresse courriel là, officielle du comité EFVP qu'on va vous présenter à la fin de la présentation. Si votre projet est un projet de recherche ou un projet de développement et que ça comporte la communication ou la conservation de renseignements personnels ou de santé hors du Québec, donc vous transférez de l'information hors du Québec, ben à ce moment-là, il y a des questions additionnelles qui vont s'ajouter au niveau de l'EFVP pour s'assurer vraiment qu'on encadre bien la protection des renseignements personnels, même lorsque les renseignements ne seront plus au Québec. Également, il va y avoir une entente écrite donc, que vous allez devoir prendre avec les personnes à qui vous donnez accès. Puis, vous allez pouvoir vraiment là, prendre l'entente écrite avec cette personne-là pour assurer la protection des renseignements personnels. Je laisse Valérie vous montrer un peu ce qu'il y en est pour le visuel là, quand vous allez accéder à la plateforme Nagano, les changements que ça implique pour vous. Est-ce qu'on les garde pour la fin ou on les pose à mesure? On les garde pour la fin. OK. Parfait. Oui, donc Alexis, tu peux changer la diapositive si tu veux bien. Ouais, ben, je vois que c'est quelqu'un d'autre qui a pris le contrôle de la présentation. Fait que je sais pas. Ben, je vais recliquer, je pense que je vois l'onglet. OK, Je sais pas on qu'est-ce va qui s'est essayer de reprendre passé, le mais contrôle. j'avais perdu le contrôle. C'est bon. Bon, là, c'est bon. Est-ce qu'on est tous à la même diapositive? Parfait. Ben, en tout cas, Je te laisse de y aller. mon point de vue, oui. OK, donc c'est ça. En plus de l'outil que vous avez vu là, qu'Alexis a présenté, on a essayé de faire en sorte aussi là, que finalement la question dans Nagano soit une sorte d'outil d'aide à la décision. Donc, pour ceux et celles là, qui seraient habitués là, à compléter notre formulaire, on avait déjà une question qui s'intitulait, je pense, accès aux dossiers médicaux. Bon, là, c'est plus largement l'accès aux dossiers du CIUS de l'Estrichus. On ne sait pas spécifiquement les dossiers médicaux.
mais généralement, ça va être ça. Tu sais, je dis dossiers médicaux parce que, par exemple, en protection de la jeunesse, il y a le système PIGE, mais il est aussi concerné là, par l'obligation de FVP, alors que des fois, ça ne transitait pas nécessairement par la DSP comme pour accéder, par exemple, au dossier Ariane, pour ceux qui connaissent ça, là, le dossier médical électronique. Donc, essentiellement, ben, c'est ça, dans Nagano, comment ça fonctionne, c'est que selon la réponse que vous fournissez, ils vont vous orienter là, vers les prochaines sous-questions. Donc, si vous dites que vous allez consulter les dossiers médicaux, qui est de la collecte de données dans le dossier sans le consentement des usagers concernés, ben, alors là, on va vous diriger vers le lien là, du formulaire EFVP, comme je vous disais, qui est au format Word puis qui va être à compléter. Puis un peu plus bas, là, je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais vous avez le bouton là, qui va vous demander de joindre à cet endroit-là le formulaire que vous aurez complété. Puis c'est nous, là, après, qui assurerons là, le transit entre Nagano et le comité là, d'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Oui, puis petite précision aussi, le lien, en fait, le fichier du formulaire comprend aussi tout ce qui est relatif à l'entente avec la DSP. Donc, on vous a mis les deux dans le même fichier pour que ce soit plus simple que de chercher les deux fichiers. Vous avez les deux ensemble. Donc, quand vous ouvrez le document Word, là, ce que vous allez voir, c'est essentiellement, vous allez avoir l'entente avec la DSP au départ, donc avec la direction des services professionnels. Puis ensuite, vous avez une annexe qui est vraiment le formulaire d'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Puis là, ben, on vous a mis des instructions avec un peu les objectifs de cette évaluation-là, puis certaines consignes à respecter. Puis après ça, ben, c'est vraiment un formulaire là, comme vous êtes habitué de remplir avec une série de questions. Il y en a plusieurs à choix de réponse. Je pense que c'est sûr qu'au début, ça va demander un certain ajustement de remplir ce formulaire-là, mais une fois que vous allez vous familiariser avec, ça va être comme n'importe quel autre formulaire. Puis c'est pas plus compliqué qu'un autre formulaire non plus. Là. Je pense vraiment que avec le temps, une fois qu'on en a complété un, je pense que ça va plus vite. Autant pour vous que pour nous dans notre analyse aussi, on va y aller plus efficacement avec le temps. Là. Donc, pour ce qui est du formulaire en tant que tel, les critères qui sont évalués, je vais laisser Valérie vous les présenter. Oui, donc et évidemment, les critères qui sont là, c'est des choses, par exemple, il y en a une partie qui se trouvait déjà dans les exigences là, ou dans les principes éthiques généralement reconnus. Là, donc, ça faisait déjà un peu l'objet d'une évaluation par le comité d'éthique de la recherche, mais là, c'est aussi remis là, entre les mains de l'établissement, finalement, de se positionner là-dessus. Donc, entre autres, il y a l'objectif qui est poursuivi peut seulement être atteint s'il est consulté sur une forme permettant d'identifier les personnes. Parce que vous savez, c'est ça. Dans le fond, le FVP ou l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, on doit le réaliser quand vous demandez l'accès aux renseignements personnels des gens sous une forme qui est jugée identificatoire. Donc, pourquoi vous avez besoin de ça? Par exemple, si vous demandez une des questions qu'on a eues récemment dans des échanges avec la Caisse, c'était ben, pourquoi vous demandez la date de naissance complète de l'individu? Est-ce que vous en avez vraiment besoin selon vos objectifs scientifiques ou est-ce qu'on est capable de, par exemple, obtenir seulement l'année de naissance puis que vous êtes tout aussi capable de répondre à votre projet, c'est ça, au côté scientifique de votre projet de recherche? Donc, il y a ça. Un des autres critères qu'on peut regarder, c'est est-ce que c'est déraisonnable d'obtenir un consentement de chacune des personnes participantes? Par exemple, si vous me parlez de recruter 20 personnes dans votre projet ou de consulter les données de 20 personnes, si c'est une population relativement accessible, ben, peut-être qu'on va aller vers essayer de leur demander un consentement. Théoriquement, le consentement, c'est le principe. Pour participer à la recherche. Puis ensuite, il y a les exceptions. Puis le FVP, ou en fait l'accès aux données sans le consentement, c'est l'exception. Donc, comment êtes-vous en mesure là, de justifier là, que c'est déraisonnable d'obtenir un consentement? C'est assez clair quand c'est des grosses études où on parle de 20 000 dossiers, c'est un peu difficile d'aller contacter tout le monde. Par exemple, c'est ça. Mais quand les chiffres sont plus restreints, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas capable de justifier pourquoi c'est déraisonnable, mais c'est juste que ça va vous demander de donner les explications adéquates là, pour aider le comité à prendre la décision. Puis ces mêmes critères-là, théoriquement, devraient être vus aussi par le comité d'éthique de la recherche.
L'autre chose, puis c'est un des critères là, sur lequel nous, en tout cas, on a eu quelques retours là, par la Commission d'accès à l'information, qui est important de bien justifier là, de part et d'autre, c'est comment on peut faire la pondération entre les bénéfices espérés pour le public sur l'impact de la communication puis l'utilisation de renseignements personnels sur la vie privée des gens concernés par les données. Donc, ce qui nous était demandé, là, puis probablement qu'éventuellement, on va bonifier là, nos questions pour s'assurer d'avoir tous les éléments, c'est en quoi l'objectif de votre recherche est-elle d'intérêt public? C'est comme un premier sous-élément qu'on doit voir de ce critère-là. C'est quoi les bénéfices qui sont attendus pour la société? Fait que ça nous aide aussi à appuyer l'intérêt public. Puis, c'est ça. Qu'est-ce qui vous motive de croire là, que finalement, il n'y a pas un grand risque sur la vie privée des individus par rapport à les bienfaits qu'on espère des résultats de votre recherche? Les deux autres critères sont plus particuliers là, au niveau du comité d'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Donc, les renseignements sont utilisés de manière à en assurer la sécurité. Donc, là, on est plus vraiment dans les mécanismes de protection. Déjà, il y avait des éléments qu'on vous demandait, mais donc, ça va être de renforcer là, un peu ces éléments-là. Puis, ça revient un peu au critère numéro 1, là, mais seuls les renseignements nécessaires sont communiqués. Donc, comme je vous disais, est-ce que vous avez besoin d'une date de naissance complète? Donc, les variables que vous demandez, est-ce que c'est vraiment tout pertinent? On ne veut pas qu'on en demande plus au cas où. Je pense qu'on veut vraiment cibler les renseignements qu'on veut accéder. Donc, c'est tout ça. Dans le formulaire, on ne vous l'a pas présenté dans son entièreté là, pour économiser du temps, puis aussi parce que vous pourrez en prendre connaissance là, après la rencontre. Mais il y a beaucoup de questions et d'éléments, là, que c'est des cases à cocher, par exemple. Donc, on vous propose déjà des éléments ou de réponses là, qui sont jugés plus sécuritaires. Puis je pense que ça va faire partie là, d'un accompagnement là, qu'on va pouvoir offrir, de voir comment on répond bien là, aux nouvelles exigences ou en tout cas aux exigences de manière plus élaborée, je dirais. Puis dans le fond, pour faire un petit récapitulatif, là, ce que ça change concrètement pour vous comme chercheur, cette exigence-là en matière d'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, il y a l'obligation de compléter le formulaire avec l'entente aussi avec la direction des services professionnels. Il y a aussi le délai de 30 jours, puis l'envoi à la CAI de l'entente. Ça, c'est des éléments qui sont ajoutés. Comme je mentionnais, le délai de 30 jours va disparaître dans la prochaine année lorsque la loi 5 entrera en vigueur, ou en tout cas devrait disparaître. Puis, il y a aussi, il faut savoir, l'obligation qui s'ajoute pour chaque personne qui consulte des données dans le cadre d'un projet de recherche, là, de signer un engagement de confidentialité par projet versus là, ce qui peut peut-être être fait avant, là, de se référer vraiment à ce qui est prévu dans le contrat d'embauche avec le CIUS où on prévoit déjà un certain engagement de confidentialité. Là, maintenant, il y a vraiment un formulaire qui est disponible et qui doit être signé par tout le monde qui consulte des données. Oui. Donc, c'est ça. Puis aussi, je vais laisser Valérie, là, dans le fond, vous présenter pour les avantages du changement. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Les avantages du changement, ça fait plusieurs années déjà qu'on entend parler de la gestion des données de recherche, là, mais je pense que c'est vraiment ça, c'est que ça va contribuer aussi là, de devoir compléter ce formulaire VP-là à une meilleure planification de la gestion des données de recherche, prévoir la destruction, les mécanismes là, de protection. Ça va aider, peut-être à structurer des fois en amont le projet de recherche, donc par où ça va transiter entre les mains de qui ça va être les renseignements là, personnels qui sont peut-être jugés identificatoires. Puis aussi, surtout, c'est de s'assurer d'être conforme aux attentes en matière de protection de la vie privée. C'est que ça a évolué rapidement dans les dernières années, mais donc c'est pour ça, je pense que le formulaire a été fait de façon à un peu vous faciliter la vie aussi, d'essayer de mettre les choix de réponse sur qu'est-ce qu'on pense qui est déjà un peu qui est déjà assez sécuritaire là, ou plus sécuritaire que pas. Donc, en conclusion, là, tout ce qu'on. D'abord, la présentation va être disponible sous le format enregistré. Si jamais il y a des moments que vous avez peut-être manqué ou que vous aimeriez revenir dessus, il y a toujours moyen de consulter de nouveau là, la présente présentation.
Aussi, comme je mentionnais, là, si vous souhaitez trouver la documentation à laquelle on fait référence aujourd'hui ou même les documents qu'on va ajouter au fil du temps, ben, c'est sur Santé Estrie là, que ça se passe. Puis on prévoit vraiment là, cet automne ajouter autant un format questions-réponses avec des réponses écrites à vos questions qui sont disponibles pour tous, mais aussi des capsules d'information qui vont être disponibles sur le site de Santé Estrie où on va pouvoir vraiment peut-être expliquer en détail comment faire le formulaire VP ou en tout cas répondre de manière peut-être plus intéressante là, vu que ça va être plus dynamique à vos questions. Puis, n'hésitez pas vraiment, là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter là, à notre adresse là, du comité EFVP. Là, on prend régulièrement là, les courriels, puis on s'assure toujours de vous répondre dans les meilleurs délais. Là. Donc, on serait rendu à la période de questions. J'ai une proposition. J'ai vu, il y avait juste une question dans le chat que je pense qu'on peut répondre rapidement. Entre autres, c'est la loi 5. Qu'est-ce que c'est? Parce que je pense qu'on est passé très rapidement sur ce sujet-là. On vous l'a mentionné, là, mais c'est qu'en premier, la loi 25, c'est la loi qui a modifié les lois en matière de protection des renseignements personnels parce qu'il y en a une qui est privée puis une qui s'adresse aux organismes publics. Donc, ça, c'était la première étape. Mais ultimement, la loi 5, qui est la prochaine, là, qui doit entrer en vigueur d'ici 1 an, c'est relatif seulement aux renseignements de santé et services sociaux. Là, donc, ça vise plus spécifiquement. Donc, théoriquement, il va encore avoir l'exigence de compléter une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, mais quand cette loi entrera en vigueur, ça va au moins enlever le délai de 30 jours de transmission à la CAI. Donc, dès qu'on va signer entre chercheurs et l'établissement, ça va entrer en vigueur. Donc, c'est une petite précision là, que je pouvais vous donner d'entrée de jeu, mais après, on va y aller avec les mains dans l'ordre d'arrivée. Oui, ben peut-être une petite précision, moi aussi, que je voulais faire là, quand on demandait dans le tableau, quand on parle de données dépersonnalisées ou anonymisées dans l'exclusion, c'est dépersonnalisé ou mieux. Là. Fait que si c'est anonymisé, ben c'est encore mieux. Là. Il y a encore moins de possibilités d'impact sur les renseignements personnels. Là. Donc là non plus, là, le FVP ne s'appliquerait pas. Fait que je ne sais pas, je vais juste regarder les mains. Je vais y aller dans l'ordre. On a Marie-Hélène, je ne vois pas le nom, Milo. Oui, merci beaucoup. J'aurais en fait deux questions. Je ne sais pas si je peux les poser les deux ou une, puis après attendre quelqu'un d'autre. Mais ma première question, c'est que, Mme Lucie, vous nous donniez comme truc que quand on a un projet multicentrique, de le soumettre en projet mono, d'attendre toutes les recommandations, puis après ça, de le mettre en multicentrique. Est-ce que non, c'était pas de le compris. soumettre en monocentrique. Non, vous pouvez OK. le soumettre au comité d'éthique de manière multicentrique. C'est plus par rapport à... pour le processus de FVP, c'est qu'il vous en sera demandé un dans chacun des établissements. Mais vous pourriez dire, je vais attendre d'avoir le résultat de mon FVP avec le CIUS de l'Estrichus, par exemple, puis après ça, je vais compléter les demandes dans les autres centres. C'est pas obligé, mais c'est vraiment, c'est ça. C'est parce que là, il va falloir faire attention, même nous, quand on vous parle, parce que jusqu'à présent, on parlait souvent l'évaluation éthique, mais là, il va falloir comme ajouter ce comité d'évaluation qui est en dehors, puis qui s'apparente un peu plus à un processus de convenance avec l'établissement, la convenance institutionnelle. OK. Puis ça, quand on va le soumettre pour chacun des sites, ça va toujours être via Nagano? Ça va être c'est le genre de chantier qu'on a tenté d'harmoniser, mais il y a des sites qui le font par Nagano. Je ne sais pas s'il y en a qui fonctionnent à l'extérieur de Nagano exactement, là, mais je pense que ça va être avec chaque centre que vous pourrez voir là, leur méthode de fonctionnement pour le FVP en tout cas. Ouais. OK. Je peux-tu poser ma question 2? Vous avez mieux attendre? Pour l'instant, on a juste une autre main levée, fait que ça me convient. Okay, je voulais juste valider dans l'arbre décisionnel pour la présélection, c'est quoi ça voulait dire? C'est comme moi, par exemple, je vais consulter les dossiers médicaux pour voir des patients éligibles, puis après ça, les archives leur envoient une lettre de recrutement. Est-ce que c'est ça pour vous, la présélection? Oui, OK, super. C'était ça mes questions. Merci beaucoup pour la présentation. Ensuite, on avait Christian Loriot-Morin. Salut, merci pour la présentation. Juste quelques petites questions aussi, là. Premièrement, par rapport à tout ce qui s'appelle la recherche rétrospective.
J'ai commencé à recevoir justement des commentaires du comité d'éthique, probablement dans la foulée de les facteurs relatifs à la vie privée, où on commence à me demander des consentements pour des études rétrospectives. Mais le problème, et normalement, ça n'a jamais été nécessaire. C'était toujours une question d'autorisation de la DSP, puis ensuite, on va vérifier dans les dossiers. Et le problème de demander un consentement, c'est que les gens qui refusent vont biaiser l'échantillon. Si je veux savoir là, c'est quoi le taux de complication d'une chirurgie, bien, toutes les personnes qui sont mortes ne pourront pas répondre. Puis toutes les personnes qui sont fâchées ou en conflit à cause qu'ils n'ont pas été satisfaits de leur chirurgie ne retourneront pas les appels. Fait qu'on va biaiser essentiellement l'échantillon juste avec des gens qui sont satisfaits et qui ont le goût de me parler, essentiellement. Donc là. Mais ça fait partie des éléments. Tu sais, quand on disait, dans le fond, il faut justifier l'impossibilité ou d'obtenir, ou le caractère déraisonnable d'obtenir un consentement. Pour moi, ce que vous énoncez là, ça en fait partie des justificatifs. C'est-à-dire, moi, je n'arrive pas à atteindre mon objectif scientifique si on me demande, justement, pour les raisons nommées, d'aller obtenir un consentement donc, de chacun de ces personnes-là. Vous allez continuer à allez-y. Cette réflexion-là, puis cette discussion-là, dans le fond, parce que là, je comprends qu'il va y avoir le comité scientifique, le comité d'éthique, puis le comité d'évaluation des facteurs de risque, blablabla. Est-ce que tous ces éléments-là de chez qui le consentement est requis, puis tout va être transféré vers le comité d'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, ou ça va rester deux discussions parallèles qu'il va falloir maintenir dans les deux comités? Parce que là, j'ai l'impression qu'on s'enligne vers une situation où là, il va y avoir un peu de la redondance, puis un comité va dire l'inverse de l'autre, puis ça rajoute beaucoup de complexité. Là. Ça fait partie des éléments d'arrimage qui sont à voir dans le temps parce que c'est sûr que la loi dit, bon, l'établissement ne peut pas conclure l'entente de communication avant d'avoir eu la décision positive du comité d'éthique et la décision positive là, du comité FVP. Nous, on s'était dit, bon, est-ce qu'on les démarre en parallèle en se disant, bon, ça va sauver du temps pour les chercheurs? Mais si on se rend compte justement que, par exemple, dans votre cas ou dans plusieurs cas, ça pourrait mener à des disparités, peut-être que la solution, ce serait de dire, il faudra attendre l'éthique, puis ensuite, on démarre le comité FVP. Il faudra voir comment c'est plus pratique aussi pour tout le monde, là, pour éviter des drôles de situations. Oui, ou c'est peut-être juste de mettre, je ne sais pas, de donner une mission plus claire aux deux comités où le FVP, ça relève de le FVP, puis l'éthique suit la recommandation de le FVP, ou l'inverse, mais juste pour pas que les deux comités débattent des mêmes choses en parallèle. En tout cas, juste ça comme ça. Puis ma dernière question, c'est est-ce que dans le formulaire, à un moment donné, là, il demande où sont entreposées les données, puis comment ils sont gérés, tout ça. Puis là, je me suis ramassé dans une situation un peu invraisemblable où les données cliniques, mettons pour le suivi clinique de patients qui ont des problèmes de tremblement, il faut que je prenne des vidéos. Le CHU refuse de storer les vidéos dans le système du CHU, donc m'ont demandé de le storer dans le système du lab qui est sur le SharePoint de l'université. Fait que là, j'applique au comité d'éthique du CHU pour utiliser des données. Et là, on me demande une entente de transfert de données entre le CHU et l'université, alors que les données sont déjà à l'université à la demande du CHU. Et fait que là, je me demandais, est-ce que vous êtes en train de mettre en place une entente automatique de transfert de données entre le CHU et l'université parce qu'on ne pourra pas se ramasser pour 100% des projets de recherche à faire réviser par le légal un Data Transfer Agreement entre le CHU et l'université quand, tu sais, comme ma fesse gauche est dans le CHU, puis là, je sors du corridor, je suis à l'université, puis c'est les mêmes ordis, là, tu sais. C'est ça en processus, ça, ou parce que là, c'est ça. Je peux peut-être répondre à la question, mais oui, il y a un chantier en cours, là, justement pour faciliter nos arrimages, puis justement là, en lien avec les transferts de données là, entre le CIUS et l'université. Fait que ce ne sera pas un document légal à refaire pour chacun des projets là, individuels, dans le fond.
Ben là, c'est sûr que là, il y a, comme je dis, dans le fond, il y a comme un chantier pour venir avec une entente de type parapluie pour venir éviter de faire des ententes comme ça. Mais c'est sûr que je dois mentionner qu'il y a chaque cas qui est différent aussi, là, mais globalement, c'est vers content à avoir, là. OK. Merci. Jean Dubé. Oui, avez-vous répondu aux questions qui étaient dans le chat? Parce que il a fallu que je prenne un appel, non? OK, parce que vous avez plusieurs questions dans le chat, là. Je ne sais pas si vous voulez les répondre après, là. Mais moi, j'aurais une question pour les projets qui ont, puis ça recoupe une qui est dans le chat, là. Les projets qui ont commencé il y a plusieurs temps, puis qui sont, disons, en fin, est-ce que ça s'applique ou ça s'applique juste aux nouveaux projets? Ça s'applique juste aux projets qui n'ont pas encore reçu une autorisation là, de la Direction des services professionnels. OK. Puis ensuite, dans l'algorithme, là où vous dites les données sont-ils anonymisées? On comprend que quand on consulte le dossier, on n'est pas dans l'anonymité, mais si on les consigne de façon anonymisée, on est correct, c'est ça veut dire? C'est-à-dire que si nous, on va voir dans le dossier du patient, puis dans nos tableaux où on met les différents résultats, il n'y a pas le nom du patient, juste un identifiant unique. Là, on tomberait dans cette case-là? Ça, c'est dans le cas où vous utiliseriez des renseignements que vous avez déjà traités pour la recherche, là, finalement. Bien, disons que il y a des tests qui sont faits en clinique, puis on étudie un nouvel appareil qui fait le même test, mais d'une autre compagnie, puis on va aller chercher la donnée de la première compagnie pour la comparer à la deuxième, dans un tableau où le nom du patient ne figurera pas. Est-ce qu'on considère que ça fait partie des protocoles avec données anonymisées? Bien, pour que ce soit considéré anonymisé, là, en fait, c'est que vous ne devez plus du tout avoir accès, vous, à la clé du code. Donc, ça, je pense que c'est plus rare là, que vous ayez détruit complètement les clés du code. Fait que je dirais que ça ne se qualifierait pas. Mais tu sais, dans tous les cas, à la limite, on vous propose de compléter tu sais, je pense que vous êtes mieux de compléter le formulaire puis ultimement, on vous dise finalement c'était correct, tu sais, on n'avait pas besoin d'aller jusqu'à l'encadrement par la CAI. Mais tu sais, plutôt que l'inverse, là, de ne pas être protégé de part et d'autre là, pour l'utilisation des données. Parfait, merci. Je propose qu'on aille dans le chat, là, vu qu'on n'a pas vraiment de main levée additionnelle. Donc, il y a quelqu'un qui demandait, bon, le protocole, si on vient d'y répondre. Si le projet est déjà approuvé par le comité d'éthique avant la mise en application de la loi et pour lequel un amendement a été soumis en mai et que le comité d'éthique n'a pas émis de conditions / consignes en lien avec cette nouvelle procédure, est-ce qu'on doit s'y conformer maintenant quand même? Ou si en plus du VP et de l'entente avec la CAI, est-ce qu'il faut faire un DTA avec l'UDS puisque le chercheur est professeur-chercheur et employé de l'UDS et les données seront manipulées par les profs de l'UDS? Je vois qu'il y avait deux pouces en l'air. C'est peut-être, je ne sais pas si c'est plus clair pour toi, Valérie, la question, ou peut-être ça serait plus clair verbalement. Je pense qu'on a perdu Valérie, je vois qu'elle est figée. Oui, effectivement. Oups. Ça, c'est les joies du en direct. Je pense que ça va être mieux d'attendre Valérie. Je vais regarder s'il y a peut-être des questions qui sont plus dans mon champ de spécialité. Dans le fond, on a Mathieu Bisson qui dit « Si le recours aux données des patients sert à sélectionner les participants, mais que le consentement doit être obtenu avant la collecte de données de recherche, est-ce nécessaire de compléter le formulaire EEVP? » Donc, de ce que je comprends, là, vous utilisez vraiment les données des patients pour faire
une présélection, puis après ça, vous demandez le consentement. Là. Je pense qu'on se situerait clairement dans un cas de présélection. Là. Donc, à ce moment-là, moi, ma compréhension, c'est que non, là, on n'aurait pas besoin de remplir un formulaire EFVP. Ensuite. Ben, dans le fond, pour ce qui est des motifs là, qui sont admissibles pour justifier, je réponds à la question de Sonia Leclerc, là, quels sont les motifs admissibles pour justifier l'impossibilité d'obtenir le consentement des usagers pour lesquels on consulte les dossiers? Ben, on en a quand même une certaine explication qui se retrouve directement là, dans le formulaire d'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. C'est sûr qu'on ne peut pas juste dire qu'il y en a beaucoup si on serait facilement capable d'obtenir le consentement quand même. Si c'est des personnes concernées avec lesquelles on a un suivi régulier puis qu'on est capable d'obtenir leur consentement par ailleurs, ben, à ce moment-là, ça suffirait pas pour justifier l'impossibilité. Je dirais que ça va vraiment dépendre de chaque cas. Là. On ne peut pas faire une règle générale. Ça va dépendre vraiment de chaque projet de recherche. Là. J'ai entendu que vous aviez peut-être une question que vous avez posée, faire le suivi là-dessus. Oui, ben, il y a la question de Marie-Hélène Masque, 2 pouces en l'air. Là, si, je te laisse peut-être la lire, ça va être plus simple que si je la répète. Là, je pense que c'est la 3e question à partir du haut dans la conversation. Oui, ben c'est ça. Si le projet est déjà approuvé, mais que là, on est en modification. En fait, à l'heure actuelle, ce qui avait été décidé là, à l'interne pour la gestion de risque, c'est de dire si le projet est déjà en cours puis qu'il y a déjà une autorisation valide, la DSP, non, on n'allait pas faire une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Mais c'est sûr que s'il y a une modification à partir du 22 septembre, théoriquement, oui, il faudrait à ce moment-là, je pense, faire le formulaire d'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Sûr, dans ce cas-ci, on ne l'a pas déjà fait que ça serait comme une nouvelle demande, là. Mais je pense qu'on va prendre en note, puis on va vous recontacter là, si jamais c'est requis, on va vous faire le suivi là, un peu au cas par cas, on n'aura pas le choix parce que je sais, par exemple, il y a des projets qui n'ont pas encore été autorisés, ils ont déjà, par exemple, l'autorisation de la DSP entre les mains, il y a d'autres projets, donc je crois qu'on n'aura pas le choix de s'ajuster vraiment là, au fur et à mesure, puis on va vous revenir là, de manière plus individuelle pour les particularités là, parce qu'aujourd'hui, on vous présentait surtout qu'est-ce qu'on fait quand c'est un nouveau projet, puis que là, on exige l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Mais pour les autres, c'est ça, on n'aura pas le choix de continuer d'y réfléchir puis d'améliorer notre processus. Puis ça, c'est un élément, je pense que je ne l'ai pas mentionné nécessairement tout à l'heure, mais comme c'est nouveau aussi, ce processus-là, ça se pourrait là, qu'on apporte des modifications ou des changements assez rapidement. Donc, tu sais, les formulaires, ils sont disponibles en ligne. Je pense que ce serait bon pour vous de toujours prendre l'habitude d'aller télécharger la dernière version parce que justement, là, on a une rencontre encore cette semaine avec des comités là, à travers le réseau de la santé pour travailler là, le contenu du formulaire et essayer qu'il soit le plus harmonisé pour les établissements de santé. Voici, c'est comme un aparté en même temps qu'une réponse à la question. Sinon, on avait, dans le fond, Cynthia Grenier là, qui demandait si les données partent à l'extérieur du Québec, mais sans aucun identifiant personnel, nom, prénom, adresse, etc., doit-on avoir une entente signée avec les sites hors Québec? Uniquement l'identifiant unique suit les données. Pour ma compréhension, ça serait que non. Je ne sais pas ce que tu en penses, Valérie. Là. Excusez-moi, j'avais commencé à vous répondre, mais le micro était fermé. En fait, là, c'est que l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, ça s'ajoute quand on fait de la recherche sur dossier sans le consentement des usagers. Puis l'entente qu'on discute, c'est une entente entre le chercheur et l'établissement. Mais ça ne vous exempte pas, par exemple, de faire des ententes de transfert de données entre établissements ou entre institutions quand vous collaborez
avec des chercheurs à l'extérieur, là, soit du Québec ou du CIUS, parce que finalement, c'est les mêmes exigences là, dans ces cas de figure-là. Donc, tu sais, on a déjà des processus en place. On a un bureau des affaires juridiques directement au CIUS de l'Autrichus. Puis des fois, c'est le SARIC, là, plutôt le service d'appui à la recherche. Et là, j'oublie les lettres exactes, là, mais donc à l'Université de Sherbrooke, ils ont aussi les contrats à négocier. Donc, ces contrats-là, ils demeurent là, en vigueur. Dans le fond, c'est juste la différence, c'est vraiment quand vous, comme chercheur, vous désirez accéder aux renseignements là, du CIUS, mais après l'utilisation que vous en faites, ça continue d'être géré par des ententes séparées. En tout cas, j'espère que j'ai réussi à répondre à cette question. Sinon, ensuite, on avait Sonia Bédard qui demande les journaux nous demandent de plus en plus de rendre les données accessibles sur des plateformes. Quelle est la position de la CAI et de la loi 25 à ce sujet? Je pense que ça varie de plateforme en plateforme, de la nature des données. Il y a beaucoup, beaucoup de variables là, qui vont être prises en compte. Je n'aurais pas de réponse plus précise que ça à cette question-là. C'est que les considérations habituelles vont s'appliquer quand même. T'sais, oui, si on décide de rendre accessibles, par exemple, les données sur les plateformes publiques, mais il faut s'assurer qu'il n'y ait plus les renseignements identificatoires dessus. Donc ça demeure un peu selon les pratiques usuelles là, qui étaient comme antérieures à cette nouveauté d'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Parfait. Je vois aussi la question de Cynthia Grenier, je vais y répondre. Donc, avec la loi 5, la CAI, la Commission d'accès à l'information, ne serait plus dans le portrait. Ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'il faut quand même leur envoyer l'entente, puis on va continuer de le faire. Ce qui partirait, c'est le délai de 30 jours qui est applicable. Puis on s'entend que malgré tout, la Commission d'accès a quand même un pouvoir là, de venir vérifier qu'on respecte le processus, là, puis qu'on fait effectivement le processus d'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Donc, je ne dirais pas qu'elle n'est plus dans le portrait, mais donc son rôle va être modifié quelque peu. Voilà. Le formulaire EFVP à jour peut-il être ajouté aussi dans Nagano? C'est ce qu'on compte faire. Là. On va tout en mettre la version à jour dans Nagano, puis on va en faire de même aussi là, sur Santé Estrie. Je pense que ça faisait le tour des questions pour l'instant. Je ne sais pas s'il y avait d'autres mains levées ou d'autres questions écrites là, qui pouvaient nous être adressées. Puis, tu sais, si votre question vous vient après la rencontre, mais je le répète, j'ai mis, puis je pense que Mylène aussi, elle a mis l'adresse du comité dans la conversation. Donc, si votre question vous vient plus tard, n'hésitez pas à nous l'écrire. Sinon, on va aussi envoyer là, un petit sondage de satisfaction là, où vous allez pouvoir, il y a vraiment une case pour ajouter vos questions additionnelles. C'est peut-être plus simple si vous nous l'envoyez dans le sondage. Comme ça, on va déjà avoir un tri entre vos questions puis les demandes plus formelles là, adressées au comité EFVP. Sinon, n'hésitez pas non plus à regarder là, fréquemment le site de Santé Estrie pour voir les nouvelles ressources qu'on va mettre à votre disposition parce que c'est clair qu'on va en ajouter quand même sur une base régulière, là, surtout au courant de l'automne. Je ne sais pas si Mylène puis Valérie, vous avez quelque chose à ajouter ou si on met fin à la rencontre si on n'a pas d'autres questions. Je pense qu'on pourrait y mettre fin. Tu as tout répondu. Tu as déjà mentionné toutes les informations. Fait que c'est parfait. Fait que je vous dirais plus un gros merci à tout le monde. Merci à vous, là, Valérie, Alexis. Et si jamais il y a quoi que ce soit aussi, comme que Alexis disait ou qu'on le répète, n'hésitez pas d'écrire à l'adresse là, si vous avez des questions. Fait que merci. Une bonne journée. Merci, bonne journée. Ah, il y avait des mains qui se lèvent, mais est-ce que c'est parce que vous voulez applaudir ou vous avez des questions? C'est de l'applaudissement et des pouces. Hein? Oui, je vois que c'est ça. vers le haut, Valérie. Bon, ben super. Merci, à bientôt. Merci.